Salut à tous, c'est le premier épisode de ma chaîne Mise au point historique. Je vais donc vous dire quelques mots sur le concept avant de passer dans le vif du sujet sur un premier épisode. L'idée de cette chaîne est d'apporter une critique sur des éléments historiques qu'on trouve dans des vidéos sur YouTube. Ces éléments méritent correction, même si l'intention est parfois bonne, car ils peuvent induire en erreur celui qui regarde la vidéo. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de faire du fact-checking tant à la mode et de se battre à source contre source pendant des heures sans jamais en finir. Il va plutôt s'agir d'apporter des éléments de contexte et de raisonnement lorsqu'ils sont absents et qui peuvent impliquer des erreurs de déduction. Je n'en dis pas plus, commençons avec une première vidéo venant d'un youtubeur assez connu, Poisson Fécond. Poisson Fécond nous présente face caméra un événement passé ou une réflexion. Ici, suite à des questions d'internautes, il fait une uchronie sur une victoire de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Je trouve cette vidéo bien mieux réalisée que je ne pourrais le faire, et le narrateur est sans conteste un bon orateur. C'est une uchronie, donc essentiellement elle est spéculative, mais sur quelques points historiques, il y a beaucoup à dire, objectivement, indépendamment de tout jugement sur l'uchronie. Je vous invite à voir la vidéo en question, sinon, passons en revue ces points. Nous sommes en 1947, dans la réalité alternative. Les Allemands ont remporté la bataille de Stalingrad et sont parvenus à repousser le fameux débarquement des Alliés. Alors ici, vous avez une liste des opérations et des batailles de la Seconde Guerre mondiale. Donc on peut voir qu'il y en a beaucoup. Alors quand Poisson Fécond nous parle juste de la bataille de Stalingrad et du débarquement, on peut se dire qu'il manque quelques éléments. Cependant, comme il le disait dans la vidéo, on ne s'intéresse pas au comment, mais au qu'est-ce que ça devient. Reste qu'il y a une incohérence dans ce qu'il dit, c'est que si les Allemands gagnent la bataille de Stalingrad en 1942, alors le débarquement en 1944 n'aura pas lieu du tout de la même manière. Et parmi toutes ces opérations et ces batailles, des dizaines n'auront pas non plus lieu parce que la situation stratégique sera bouleversée. Donc il convient quand même de s'arrêter à ces détails si on veut savoir ce que va devenir l'Allemagne nazie après la guerre. Quel territoire elle va contrôler. Retirés du conflit. Et comme le Japon dans cette réalité n'a pas reçu de tête nucléaire sur la tronche, les Américains ont dû s'incliner et leur livrer quelques îles qu'ils avaient, notamment Hawaï. Comme de nombreuses personnes s'intéressant au sujet d'une uchronie sur la victoire allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon obtient des conquêtes qui sont une conséquence de la victoire des Allemands. Dans ces conditions, le comment de la victoire allemande est important. Par exemple, sur les îles Hawaï, elles ont fait l'objet d'une bataille en 1942, c'est-à-dire dans l'uchronie de Poisson Fécond, à une époque où les Allemands viennent seulement de renverser le cours de l'histoire. Dès lors, parmi toutes les opérations de reconquête qui auront lieu après cette bataille de Midway, qui est perdue dans la réalité historique, quelle a été la rapidité d'avancée des Alliés? Quelles ont donc été les pertes territoriales japonaises? Car ces éléments vont complètement déterminer la façon dont le Japon va pouvoir exiger des territoires aux Alliés après la victoire allemande. Le gouvernement alors de Churchill, celui qui dirige donc le Royaume-Uni, s'est exilé en Inde, un territoire encore anglais à ce moment-là, suffisamment éloigné de l'Europe pour continuer à organiser la lutte. Le réduit indien, pourquoi pas après tout? Cependant, il y a un petit souci dans ce que raconte Poisson Fécond. Certes, les Allemands sont loin de l'Inde, cette zone ici, très loin de l'Europe. Cependant, les Japonais, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils sont juste ici. En fait, ils vont même mener une série de batailles le long de la frontière, certaines victorieuses, certaines des défaites, qui vont finalement mener à la reconquête de la Birmanie par les Alliés. Mais si on considère une uchronie où les Allemands sont à même de soumettre toute l'Europe, les pertes en industrie britannique, la seule démocratie encore libre en Europe à cette période, vont faire que l'armée alliée en Inde va être dépourvue d'approvisionnement. Dans ces conditions, les Japonais, qui vont avoir les mains libres avec les Américains, puisque ceux-ci ont signé l'armistice, vont être tout à fait capables d'écraser les Alliés en Inde. Pas tellement sur terre, mais surtout dans les airs et par des attaques via le golfe du Bengale. Comme il l'avait annoncé dans son ouvrage Mein Kampf, Hitler lance la colonisation des terres conquises de l'Est, propice à l'agriculture et donc à nourrir
son peuple. Doucement, mais sûrement, les premiers Allemands commencent à s'installer sur l'ancien territoire de l'URSS. Pour attirer les colons, le régime nazi promet à chaque famille qu'il va s'installer quelques esclaves slaves ou juifs capturés pendant la guerre. Et c'est cette même année que Hitler annonce le projet Judenfrei, qui vise à une Europe sans aucun juif. Et un plan de déportation massif des juifs a été prévu sur l'île de Madagascar. Ici, Poisson Fécond s'attaque à un gros morceau. Ce qui expose, c'est que la Shoah, comme génocide des Juifs et des Tziganes et des autres ethnies ou groupes tels que les homosexuels discriminés par les nazis, n'a pas eu lieu. Pourtant, dans la réalité, on sait qu'elle a eu lieu vers 1942. Alors, intéressons-nous à la chronologie spécifique de la Shoah pour comprendre cette distinction dans l'Uchronie de Poisson Fécond. On voit qu'il y a des ouvertures dès 1933 d'un camp de déportation. Mais il s'agit pour le moment de la déportation et de la concentration, et pas de l'extermination à proprement parler. Si on avance au début de la guerre, on va avoir les premières lois discriminantes contre les Juifs dans les pays occupés. Mais là encore, il ne s'agit pas à proprement parler de massacre. Ensuite, on va avoir, en 1942, des premières petites inflexions de la tendance de la guerre. Ça va avoir lieu notamment avec la bataille de Stalingrad et le débarquement allié en Afrique. Ces deux éléments vont avoir lieu en novembre 1942, ils vont se terminer en novembre 1942, et peu après, début 1943, on va avoir les premières mises en place du génocide à proprement parler. Le lien de cause à effet n'est cependant pas prouvé entre ces deux éléments, et il n'existe pas. Pourquoi ? Notamment, on va constater que dès 1941, lors de la conquête de l'URSS par l'Allemagne nazie, on va avoir dans certains pays occupés, notamment en Ukraine, des massacres de juifs par des groupes spéciaux constitués par les Allemands, les Einsatzgruppen. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que en mettant en œuvre dans son uchronie une déportation à Madagascar des juifs et non pas leur extermination dans le cadre d'un génocide, Poisson Fécond, en fait, il vient nuancer les théories exterminatrices qui étaient celles des nazis et d'Hitler pour prétendre qu'elles ont été seulement circonstancielles dans le cadre de la réalité historique et de la défaite allemande. Or, ce n'est pas le cas, ces théories existaient, elles ont été mises en œuvre, et si effectivement leur mise en œuvre coïncide avec le début du retournement en fait de la tendance militaire, à cette époque, les Allemands n'ont pas totalement conscience, et en particulier le milieu politique allemand n'a pas conscience de ce retournement, et pendant longtemps, en fait, les Allemands vont continuer de tenter de reprendre l'initiative sur tous les fronts, en Afrique et en Russie, pendant l'année 1943, et alors que la Shoah commence. Donc on ne peut pas lier ces deux événements, et en particulier, on ne peut pas prétendre que dans une uchronie où l'Allemagne gagne, elle ne va pas mettre en œuvre le génocide. En Inde, les Alliés sont parvenus à galvaniser leurs forces, avec à leur tête Charles de Gaulle et Churchill, et s'apprêtent à mener leur dernier combat contre l'armée allemande, qui, de son côté, après la conquête de l'Afrique, s'est mise en marche vers eux. Et malgré de longues négociations, la Chine n'a pas accepté d'aider les forces alliées. Il faut dire en même temps que les juteux contrats industriels signés avec le Troisième Reich, et qui permettront donc à la Chine plus tard de devenir l'usine du monde, sont plus intéressants pour elle que les guerres perdues d'avance. Alors, il y a deux éléments dans cette séquence. Le premier, c'est la conquête de l'Inde par l'armée allemande. On en a déjà parlé, il y a beaucoup plus de chances que ce soit le Japon qui s'occupe de cette conquête, puisque dès 1942, il se trouve en Birmanie, à la frontière de l'Inde, et que, dans cette timeline alternative où le Japon est débarrassé des USA, il y a une énorme puissance à concentrer contre les alliés anglais et français en Inde. Le deuxième élément de cette séquence, c'est que la Chine ne va pas participer au combat des alliés contre le Japon. Ceci est tout à fait improbable, et on peut même dire que dans cette timeline alternative, c'est carrément faux. Alors, pourquoi je dis que c'est faux avec autant d'aplomb ? Pour une simple raison très simple. En fait, dans la réalité, on a la guerre sino-japonaise qui dure de 1937 à 1945. Sur cette chronologie, vous verrez même qu'on l'a fait commencer en 1931 par différentes actions diplomatiques. Durant cette guerre, en fait, les Japonais vont chercher à isoler la Chine en capturant toute sa côte. Notamment, on va avoir des actions à Shanghai,
le massacre de Nanking et puis les conquêtes de la Chine du Sud, notamment Canton ou l'île de Hainan. Toutes ces actions vont faire que la Chine va se retrouver isolée au centre, avec les forces nationalistes sous le commandement de Chiang Kai-shek et communistes sous le commandement de Mao Tse-tung, qui vont résister à l'action japonaise. Dans la réalité, les combats à partir de Pearl Harbor contre les Américains vont faire que les Japonais vont avoir une action limitée en Chine, mais néanmoins, ils vont être capables de conquérir régulièrement du territoire. Dans la timeline de Poisson Fécond, avec la mise hors service en quelque sorte des Américains, le Japon va pouvoir se concentrer massivement contre la Chine et va probablement parvenir à conquérir encore plus de territoire, à affamer la population chinoise et peut-être même à conclure une paix séparée dans laquelle la Chine deviendra un protectorat japonais. Dans tous les cas, lorsque l'Inde va être menacée, là où les alliés se trouvent, la Chine va être forcément impliquée parce qu'elle a une frontière commune et parce qu'en fait, la Chine se trouve face au même adversaire que les alliés, le Japon. Donc l'idée que la Chine ne s'implique pas dans cette guerre, elle est tout à fait improbable. L'autre élément intéressant de cette séquence, c'est une sorte de biais, dans lequel Poisson Fécond applique un élément actuel, la Chine l'usine du monde, et un libre-échange mondial, à une uchronie dans laquelle ces éléments n'ont pas leur place. Pourquoi ? D'une part, la Chine est occupée par le Japon, donc c'est compliqué qu'elle devienne une usine du monde, avec une façade portuaire qui l'empêche de développer son industrie et qui l'empêche d'exporter. D'autre part, la Chine usine du monde, ça se base sur le libre-échange. Et le libre-échange, c'est quelque chose qui est incompatible avec les théories nazies de l'époque, qui veulent une autonomie de l'Allemagne dans un espace vital en Europe. En fait, l'Allemagne n'a tout simplement pas envie d'acheter des biens industriels à des pays étrangers, d'autant plus s'il s'agit de pays étrangers avec des races inférieures selon les théories nazies. Donc, en fait, cette idée, cette progression que nous montre Poisson Fécond dans l'Uchronie, elle vient d'une application de la réalité à l'Uchronie, mais elle est complètement incohérente de la timeline alternative. Germania, c'est tout simplement la nouvelle capitale du Reich, et qui a été en partie construite sur les cendres de Berlin. Les plans de cette nouvelle capitale, conçue pour être la ville la plus imposante du monde, sont signés par le Führer lui-même, et le monument principal de la ville, le Grand Dôme, donc dans lequel on fête l'anniversaire d'Hitler, fait près de 290 mètres de haut. Alors là, je vais être honnête, je chipote. Mais il nous dit qu'on reconstruit Germania sur les cendres de Berlin. Alors j'aimerais savoir, dans une uchronie où les Allemands gagnent la guerre dès 1942 et repoussent le débarquement allié en 1944, quand est-ce que Berlin a été si massivement bombardée qu'on puisse dire qu'elle est en cendres et qu'on va tout reconstruire par-dessus. Alors certes, il y a eu quelques bombardements anglais, mais globalement, les grosses destructions sur Berlin, ça date des années 1944 et 1945, et c'est dans une situation où les Allemands sont dans un rapport de force complètement défavorable et n'ont pratiquement aucune chance de renverser la guerre. Donc, on ne va pas avoir de reconstruction de Germania sur les cendres de Berlin. Néanmoins, je ne nie pas que, effectivement, on ne peut pas savoir si les nazis, dans leur puissance, de la puissance qu'ils ont dans cette timeline, ils n'auraient pas été capables de modifier complètement la structure de Berlin, nonobstant tous les problèmes sociaux que ça aurait engendré. Son importance croît énormément au cours des années 60. D'ailleurs, quelles sont d'après vous les grandes puissances pétrolières de cette époque, de notre dystopie bien sûr? Eh bien, le troisième pays producteur de pétrole est le Japon. Alors non pas qu'on trouve du pétrole à Tokyo, mais ce sont les Japonais qui exploitent les bassins pétroliers d'Amérique de l'Ouest, d'Alaska et de Chine. Et le Troisième Reich, qui est quand même numéro 2, profite quant à lui de la quasi-totalité des bassins européens et ceux d'Amérique de l'Est. Mais sinon, dans tout ça, le premier producteur mondial de pétrole, eh bien, c'est l'Italie. Grande amie de l'Allemagne nazie. Mais pas de panique, voici comment c'est possible. Le projet de Mussolini, le chef de l'Italie fasciste, était de reconstituer le glorieux empire romain. Et dans notre dystopie, il n'y est pas vraiment parvenu du côté européen, mais a réussi à étendre les colonies italiennes de l'Afrique de l'Est jusqu'au Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient, vous le savez, on trouve de grandes quantités de pétrole. Alors là, c'est un moment sympathique. On nous présente le classement de la production pétrolifère dans les trois grandes puissances de l'Uchronie, l'Italie, l'Allemagne et le Japon. Commençons par le premier. Alors, c'est le Japon. Pourquoi ? Il nous présente quelques champs pétrolifères sur cette carte. On va y trouver d'une part à l'ouest de l'Amérique, notamment en Alaska. Donc là, effectivement, on a des champs pétrolifères, on a des infrastructures qui débutent, donc effectivement, il y a de quoi produire. Et on a des champs pétrolifères en Chine. Mais qu'est-ce que c'est que ça ?
D'une part, les ressources en pétrole de la Chine sont très faibles, et d'autre part, à l'époque, une fois de plus, on va avoir un problème d'infrastructure. La Chine, en fait, elle est occupée, elle est en guerre, donc les infrastructures pétrolifères, il ne faut pas y penser du tout. En revanche, là où il y en a, c'est d'une part aux Indes néerlandaises, donc l'actuelle Indonésie, qui sont colonisées par les Néerlandais et qui sont bien dotés en infrastructures d'exploitation pétrolière, notamment sur l'île de Java, et d'autre part en Birmanie, où les Britanniques ont là aussi construit des puits de pétrole, et ils exportent ce pétrole via le fleuve Irrawaddy vers Rangoon, et de là vers le reste du monde. Donc le Japon, il a bien des ressources en pétrole, et elles sont même très importantes, mais elles ne se trouvent pas vraiment là où Poisson Fécond les indique. Ensuite, on passe à l'Allemagne. Alors, l'Allemagne, ses ressources, elles se trouvent en Europe et à l'est de l'Amérique. Alors oui, à l'est de l'Amérique, il y a des infrastructures, il y a du pétrole, notamment dans le golfe du Mexique. On va pas tarder à avoir les premières grandes plateformes d'exploitation offshore. En Europe, on trouve notamment en Roumanie et dans le Caucase des champs pétrolifères. Mais c'est surtout en Iran, l'objet d'un grand jeu anglo-russe pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'on va avoir des ressources en pétrole importantes. Les infrastructures sont existantes car le Shah a noué des relations avec les compagnies pétrolières avant la guerre. Et le numéro 1, c'est l'Italie. Alors pourquoi ? Eh bien effectivement, on a plein de pétrole au Moyen-Orient, donc effectivement, il y a plein de ressources possibles. Néanmoins, il faut d'une part voir que là aussi, comme en Chine et comme dans l'Est de l'Amérique, on va avoir le problème des infrastructures pétrolières, encore peu développées à l'époque, et d'autre part, il faut bien voir qu'on a eu des gros concurrents avec l'Allemagne et le Japon. Donc ce classement, il est assez approximatif et il va dépendre beaucoup des capacités de l'Italie à moderniser et à développer les champs pétrolifères existants. Ces capacités, elles sont loin d'être certaines. Donc le classement du pétrole, dans ce contexte, effectivement, on a bien 3 puissances majeures, chacune a ses ressources, c'est relativement équitable, mais les classer ainsi dans cet ordre et surtout identifier les champs pétrolifères dans l'Uchronie, on voit que c'est quand même assez gênant, c'est pas tellement proche de la réalité. Allez, dernier point, la carte hypothétique dans les années à peu près 60 de cette Uchronie. Alors on a toutes les possessions des 3 grandes puissances, et il y a quelques points qui sont un peu gênants. Le premier, ce sont ces 2 gros blocs gris. D'une part l'Amérique du Sud, on se demande pourquoi les Allemands et les Japonais n'ont pas débordé sur ce continent, et d'autre part l'Australie. L'Australie fait partie du Commonwealth avec la Nouvelle-Zélande, et donc ces 2 pays pouvaient être un point de repli allié comme au même titre que l'Inde. Lorsque le Japon est débarrassé des Américains, il y a de puissantes forces navales et aériennes et terrestres à rediriger vers l'Inde, on l'a vu, mais aussi vers l'Australie. Il n'a aucune raison de laisser cette possession alliée si près de ses possessions, notamment pétrolifères, en Indonésie, alors qu'il peut très bien s'en emparer et sécuriser complètement son flanc sud. Ainsi, il redirigerait ses forces en Asie et en Amérique contre les autres puissances. Le deuxième point gênant, ce sont les pays neutres. Par exemple, on a la Suède et la Suisse. Ces 2 pays ont été neutres pendant toute la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne a entretenu des relations fluctuantes avec eux, mais globalement, ils ont su faire respecter un État où l'Allemagne n'avait pas intérêt à distraire des forces pour les envahir, et ils pouvaient tirer parti d'un certain nombre de ressources, notamment de minerais de fer en Suède. Dans cette Uchronie, l'Allemagne aurait pu les envahir, mais il n'y a pas de raison particulière qui fait que l'Allemagne voudrait les envahir. Elle a plein de territoires à conquérir, à administrer, et ça représente beaucoup de travail. Elle n'a aucune raison de se mettre à dos ainsi la Suisse montagneuse et la Suède, qui est aussi montagneuse et en plus enneigée, et donc qui peuvent mener à de nouveaux mouvements de résistance et qui sont assez difficiles à contrôler. Le dernier problème, ce sont les alliés des pays de l'Axe, parce que oui, ces pays ont des alliés, autres que l'Italie, le Japon et l'Allemagne. On a notamment la Thaïlande, un allié du Japon, qui n'a pas de raison d'être annexé par le Japon. On a aussi l'Espagne et le Portugal. Surtout l'Espagne en fait. L'Espagne, c'est un pays où Franco, peu avant la Seconde Guerre mondiale, grâce à l'aide italienne et allemande, a pu établir un régime fasciste. Pourquoi d'un coup, l'Italie aurait-elle obtenu le contrôle sur ce pays ? On ne le sait pas. Outre ces pays fascistes et alliés, on a aussi des pays qui sont plus ou moins des protectorats. Notamment, pour l'Allemagne, on a la Roumanie, la Bulgarie et la Hongrie, qui sont des pays qui se sont
ralliés à l'Allemagne au cours de son avancée en Europe et qui ont participé à sa conquête territoriale, notamment en envoyant des armées en URSS. Ces pays, on les retrouve souvent dans les cartes qui parlent de la Seconde Guerre mondiale, on les retrouve sous la couleur de la domination allemande. Mais en réalité, ce sont bien des pays qui sont alliés au protectorat de l'Allemagne. Notamment, il y a le cas de la Finlande, qui est un pays qui a combattu l'URSS avant que l'Allemagne lui déclare la guerre, en 1940, pendant la guerre d'hiver, et qui s'est donc rallié à la déclaration de guerre allemande à l'URSS le 22 juin 1941, en envahissant toute cette partie de la Russie. La Finlande a toujours été indépendante de l'Allemagne, et elle a réussi aussi à se maintenir indépendante de l'Union soviétique, c'est-à-dire à ne pas être enfermée dans le rideau de fer à la fin de la guerre, car elle a réussi en fait à maintenir l'intégrité de sa frontière par le combat militaire. Dans le cadre d'une domination allemande de toute cette zone, on ne voit pas pourquoi la Finlande aurait été ainsi dominée par les Allemands. Je pense, personnellement, qu'elle aurait gardé son indépendance, comme elle a réussi à le faire, en maniant à la fois le fer, c'est-à-dire son armée, qui est capable de bien défendre son territoire, avec ses particularités géographiques, et en même temps, en maniant la récompense, la carotte, c'est-à-dire en fait en disant qu'elle est alliée de l'Allemagne, qu'elle a aidé à conquérir l'URSS, et donc il n'y a pas de raison de venir se battre avec elle et que l'Allemagne ne vienne chercher à conquérir et à dominer le territoire de la Finlande. Donc voilà, on a quelques impératifs historiques qui font que dans cette uchronie, cette domination complète de 3 pays, elle n'est pas tout à fait réelle. Néanmoins, c'est pas des choses très graves, voilà, c'était juste pour le souligner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors je tiens à rappeler que mon objectif, c'est pas de dénigrer le travail de Poisson Fécond. Moi je trouve que c'est des vidéos qui sont très bien faites, qui sont très sympas à regarder. Et puis de plus, il y a quand même une très grosse recherche derrière. Et il y a plein de choses qui sont très intéressantes, notamment sur toutes les relations entre les différentes personnalités du parti nazi. Néanmoins, je tenais juste à apporter quelques précisions et corrections sur un aspect que peut-être il maîtrisait moins, qui était l'aspect géopolitique et militaire de la Seconde Guerre mondiale, et qui me paraissait intéressant de préciser parce que ça permettait de mieux comprendre la réalité historique et aussi ce que sont les potentielles uchronies du point de vue géopolitique et militaire. Voilà, j'espère que j'ai un petit peu ajouté à la connaissance globale, que vous avez appris des choses dans cette vidéo et qu'on se retrouvera pour une autre de ces petites précisions, petites présentations en fait de choses historiques